Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de coloriage et avis de films, séries, documentaires. Pourquoi elle grince ce feutre là, je sais pas. Je fais régulièrement ce genre de vidéos sur ma chaîne où je vous donne donc mon avis sur plusieurs séries, films, documentaires, etc. Que j'alterne, donc c'est-à-dire que vous n'aurez pas toute la série d'un coup ou oui voilà, pour les séries, parce que c'est vrai que pour le reste il n'y a pas vraiment raison d'alterner. Donc pour ceux que ça intéresse, j'aurais mis en barre d'informations et commentaires épinglés, ainsi que dans le petit i qui a déjà dû passer plus tôt, le lien vers d'autres vidéos du même type sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à les consulter. Je vous mettrai aussi en barre d'informations et commentaires épinglés le lien vers les bandes annonces des différentes choses dont je parle, voire même le lien vers la chose dont je parle, par exemple dans le cas d'un documentaire Arte. Si je peux, je mets le lien en barre d'infos s'il est encore disponible sur leur chaîne YouTube. Donc écoutez, j'espère que ça vous plaira. La vidéo d'aujourd'hui est particulièrement longue puisque je sais pas, en ce moment je regarde plein de choses, je prends du temps pour moi et donc j'ai pu vous faire une vidéo. Je vais maintenant vous parler de l'épisode alors attendez, parce que comme je vais que dire des bêtises, 7 de la série Why Women Kill. Dans cet épisode, qu'est-ce qui se passe? Alors pardon, déjà c'est une série qui suit 3 femmes et leur couple famille qui vivent donc dans la même maison mais à 3 époques différentes. J'ai oublié de préciser, j'étais dans le champ ou pas? Je suis pas sûre que j'étais dans le champ, vu que même si c'est une série qui est assez connue, peut-être que je sais pas si vous la connaissez. Donc voilà. Donc dans cet épisode 7, ce qui se passe, c'est que Beth Ann, dans les années 60, apprend que Robert a quitté sa maîtresse. Donc elle est trop contente jusqu'à ce qu'elle apprenne que la maîtresse en fait a un événement inattendu. Je pense que vous devinerez ce que c'est, parce que ça se voyait gros comme une maison à 2 km. Dans les années 80, la mère de Tommy croit qu'il se drogue et donc elle cherche dans ses affaires les preuves de ça, sauf qu'en fait Tommy a utilisé l'argent qu'elle a vu disparaître pour acheter un collier ou une broche, je sais plus, à Simone, et du coup celle-ci se sent coupable. Et attendez, je voulais dire un autre truc mais j'ai oublié. Ah oui, j'ai l'impression qu'on a sous-entendu aussi que Karl, je crois qu'il s'appelle, le mari officiel de Simone, a un mélanome ou quelque chose comme ça, pas un cancer de la peau quoi. Je pense qu'on en apprendra plus dans le prochain épisode, mais voilà. Et en 2019, à chaque fois j'ai envie de dire dans les années 2019, mais non. Et en 2019, comment elle s'appelle? J'oublie toujours son nom. Si ça y est, je sais, c'est Taylor qu'elle s'appelle. Donc Taylor découvre que Eli se drogue à nouveau et elle veut l'obliger à aller en rehab, comment on appelle ça en français? En désintox, voilà, je vais y arriver. Sauf que lui, il veut pas. Et du coup, il lui dit elle lui dit c'est la désintox où je pars. Et il lui dit bah on part. Et donc elle part. Alors il y a mon ventre
background qui fait du bruit, voilà, c'est pas grave, désolé. Qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Eh ben, je l'ai trouvé ni bien ni pourri, comme les derniers épisodes de cette série en fait que j'ai regardé. Pour ceux qui suivent mes chaînes, n'importe quoi, ma chaîne et mes vidéos coloriages et avis, vous l'avez remarqué ces derniers épisodes, c'est pas nul, mais c'est pas bon. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai bien aimé dans cet épisode? J'ai bien aimé que Taylor se rende compte de ce qui se passait. J'ai bien aimé la scène avec Eli qui renverse la cocaïne. Elle était assez marrante cette scène là. J'ai pas du tout aimé la fin de l'épisode avec Beth Anne qui fait croire encore une fois des bêtises à son mari. Enfin elle, franchement je trouve que son personnage qui s'enfonce complètement dans le mensonge, ça devient de moins en moins crédible. Et puis on sait très bien qu'il y a un moment ou un autre, quelqu'un va découvrir tout, que ce soit le mari, la maîtresse qui croit que c'est une amie. Enfin, donc je sais pas, mais ça me... Je trouve ça tellement pas du tout crédible et tellement gros que ça me plaît pas trop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai bien aimé d'autre? Je trouve que le personnage de Simone devient de plus en plus barré mais assez marrant. Donc ça par contre ça m'a pas trop gêné. Parce que comme elle est vraiment présentée comme une femme un peu diva, enfin pas qu'un peu d'ailleurs, mais comme une diva, ça me choque pas que du coup elle fasse la diva. Là où d'autres personnages de la série, je sais pas, sont bizarres. Et c'est Jade que je trouve de plus en plus bizarre dans cette série. La fille du polyamour, elle, je sais pas trop ce qu'elle fabrique, mais bon voilà. J'essaye aussi de regarder tous les épisodes plutôt vite parce que comme je sais que cette série a déjà été vue par pas mal de monde, je voudrais pas qu'on me raconte la fin sans le faire exprès. Assez vite, quand je dis assez vite, c'est pas 4 épisodes par jour, hein, c'est genre un épisode tous les 2 jours. Alors je voulais aujourd'hui vous parler du film Adieu les cons, qui est un film français qu'on a donc regardé avec mon amoureux. C'est un film de... Comment il s'appelle déjà? Albert Dupontel, Alfred, Alain... Oh mince, je sais plus. Vous savez, moi j'ai pas du tout la mémoire des noms, je suis désolée. Bref, je marquerai le bon truc. Là, à l'écran. Donc l'histoire de ce film, c'est une femme qui découvre qu'elle a une maladie incurable, décide d'essayer de retrouver l'enfant qu'elle a abandonné quand elle avait 15 ans suite à une grossesse adolescente, et elle va se retrouver à travailler entre guillemets pour ça avec un employé d'un service informatique de l'État. Voilà, je pense que je peux dire que ça pour le comment ça s'appelle, le résumé, parce que si j'en dis plus, j'ai peur de révéler trop l'histoire. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, bah voilà, donc qu'est-ce que on en a pensé? Alors nos avis divergent beaucoup, donc je vais vous donner mon avis et celui de mon amoureux. Moi j'ai trouvé ce film sympa, par contre mon amoureux l'a pas beaucoup aimé. Alors moi j'ai trouvé ce film sympa mais pas exceptionnel, dans le sens où c'était quand même assez caricatural et assez film. C'est-à-dire que quand on a besoin de je sais pas moi, de telle personne, elle arrive comme par hasard dans le film. Comme par hasard, telle personne se fait arrêter par la police. Mais on rentre, il y a un accident
pense que c'est un film qui se veut quand même assez familial. Parce que, voilà, je pense que au-delà de 10 ans, tout le monde peut regarder ce film, quoi. Il n'y a pas de scène de sexe, il n'y a pas de scène de violence ou des trucs comme ça. Il y a un peu d'humour assez potache. Voilà, moi il y a 2 ou 3 fois où ça m'a fait rire. Et mon amoureux dit, mais toi qui rigoles jamais, tu rigoles à des blagues potaches comme ça. Je dis, bah oui, pour moi, voilà, je m'étais mis dans l'ambiance un peu bébête de certains trucs du film, donc voilà. Après, comme je répète, c'est pas le film de l'année, loin de là. Mais si vous avez envie de regarder un petit truc le soir, sachant que voilà, vous n'allez pas révolutionner le cinéma, mais que vous voulez passer un bon moment. Enfin, je vais peut-être pas aller jusqu'à un très bon moment ou quoi, mais voyez ce que je veux dire, vous divertir un peu. Moi je pense que c'est le genre de film qui peut quand même plaire à une majorité de gens. Mais voilà, si vous êtes un passionné de cinéma indépendant, de films très psychédéliques, très complexes, je ne pense pas que ce film est fait pour vous. Voilà. Voilà pour mon avis. Je vais maintenant vous parler de la série Good Girls Revolt que j'ai commencé à regarder là ces derniers temps. En ce moment je suis vraiment dans une période très série et tout ça. Écoutez, on en profite tant que ça dure. Donc cette série se passe à la fin des années 60 et suit une rédaction du magazine News of the Week. On a d'un côté les femmes qui sont cantonnées à faire des recherches et à après remplir des articles pour les hommes et les hommes journalistes qui donc les écrivent. Alors dans cet épisode 1 de la saison 1, je dis ça parce que je sais pas s'il y en a plusieurs vu que c'est déjà sorti il y a quelques années. Ça c'est rien, c'est mon chat qui a apparemment des choses à rajouter à ce que je dis. Donc dans cet épisode 1 de la saison 1, on a Patty, une journaliste très flower power, qui se précipite à San Francisco, je crois que c'est, pour comment dire, vérifier une source, et elle laisse en plan son petit ami et binôme, donc je sais plus comment il s'appelle, mais le journaliste avec qui elle travaille. Or comme ils sortent un peu ensemble, lui il le prend très très mal. Elle travaille avec c'est quoi déjà son nom dans la série? Ah mince, j'ai un trou de mémoire. Bon, une blonde qui est une actrice en plus hyper connue, mais voilà, j'ai un trou de mémoire sur son nom. Donc voilà. Et puis on a aussi une jeune femme qui se fait embaucher, qui veut pas être la petite main d'un homme, qui veut écrire elle-même et qui du coup essaye de mettre un peu un coup de pied dans cette histoire très patriarcale. Donc voilà en gros pour cet épisode 1. Sur les grandes lignes de l'histoire, évidemment je raconte pas tout en détail, je raconte juste un petit peu ce qui se passe pour que vous puissiez voir le type de série que c'est. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode 1? Déjà j'ai pensé que j'aurais détesté être une femme dans les années 60, parce qu'être cantonnée à être une femme de l'ombre ou une femme bonne à faire des bébés, clairement c'est 0% ma personnalité. Donc si c'était vraiment comme ça. Ensuite j'ai plutôt bien aimé ce premier épisode parce que j'ai trouvé appréciable d'avoir différents personnages. Une femme plus réservée qui espère pouvoir devenir écrivaine, une féministe plein la vue entre guillemets, une femme très femme moderne des années 60, une Patty qui fait très flower power. Bon bref, vous avez compris. Donc voilà. Donc ça j'ai trouvé ça intéressant parce qu'en fait dans chaque personnage je peux me retrouver sur différents aspects de ma personnalité. Donc pour l'instant ça c'est top. Après qu'est-ce que j'ai pensé de l'histoire
écoutez, comme il y avait plusieurs histoires qui s'entrecroisaient, je me suis pas vraiment ennuyée dans cet épisode. Au contraire, j'ai trouvé ça sympa et puis pas trop attendu. Bon, il y a des trucs, tu t'en doutes que ça va arriver. Comme l'autre là, clairement tu sens dès le début qu'elle va pas se laisser marcher dessus, tout ça. Là, je crois que c'est Nora qu'elle s'appelle, etc. Mais quand même, j'ai trouvé ça bien d'avoir voilà, différents points de vue, etc. Donc écoutez, je me demande bien comment ça va tourner. Ce que j'espère aussi, c'est que ce sera... je sais pas si c'est comme ça que je vais le formuler, mais supportable. Parce que voilà, moi je sais que des fois, dans les trucs qui se passent dans les années 60, au bout d'un moment ça m'énerve. Que je suis tellement énervée de la façon dont les femmes sont traitées parfois dans ce genre de trucs. Ça en devient regardable pour moi. Donc voilà, j'espère que là-dessus ce sera une dénonciation, mais pas un truc regardable. Enfin pour moi, parce qu'après on est évidemment tous à tout parler du documentaire Arte, la fabrique de l'ignorance, que je vous mettrai en barre d'infos si jamais il est encore disponible sur la chaîne YouTube d'Arte, donc comme ça vous pourrez le regarder. Par contre il dure 1h30 celui-là. C'est un documentaire sur comment la science est détournée à des fins commerciales, notamment avec l'exemple donc du coronavirus, mais aussi du tabac et de l'écologie, de comment dire, pour les abeilles, etc. J'ai vraiment bien aimé ce documentaire parce que déjà, même s'il y a un certain nombre de choses pour lesquelles j'étais déjà au courant, je trouve que le pouvoir de ce documentaire, c'est un peu le côté synthèse, dans le sens où on nous remet un peu comment l'industrie du tabac a cherché à manipuler les données scientifiques, a cherché à faire des études pour prouver ou contre-prouver les résultats scientifiques pendant des années, donc noyer un peu la science. Comment dans certains cas, pas du tout dans tous les cas, mais comment dans certains cas, les industriels du tabac ont acheté certains laboratoires scientifiques ou certains scientifiques. On a aussi un peu la même chose avec donc la mort des abeilles qui ne devait surtout pas être liée à certains produits chimiques répandus dans les champs, etc., etc. Donc voilà, je trouve que ce documentaire a une façon intéressante de présenter tout ça. Et pour les personnes qui mettent tout le temps toute la science, ça peut être vraiment intéressant de le regarder. Parce qu'on parle justement des théories du complot et comment tout ça, ça amène certaines personnes à croire n'importe quoi parce que on peut plus entre guillemets se fier à rien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, vraiment un documentaire que je vous recommande malgré sa longueur, qui peut être regardé par tous, que vous soyez doué en sciences ou pas, que vous ayez des connaissances scientifiques ou pas. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être regardé dès 12-13 ans sans problème, justement pour comprendre un peu tout ça et comprendre à quel point certaines entreprises nous sont manipulées pendant des années. De l'épisode 8 de la saison 1 de Why Women Kill, qui est que j'ai regardé, pardon. Donc dans cet épisode, on se concentre notamment sur les sentiments des amants, donc de Jade dans le trouble qui veut garder
je vais terminer la saison. Et très honnêtement, il apparaît de plus en plus qu'il y ait peu de chances que je regarde la suite, s'il y a une suite. Parce que là, franchement, il y a des fois des bouts d'épisodes que je passe tellement ça me saoule. Et tellement certains personnages m'énervent, quoi. C'est des petits bouts de dialogue ou des trucs comme ça. Et je le reconnais. Je vais maintenant vous parler du film Force of Nature. Que mon amoureux m'avait proposé de regarder en me disant bah regarde, c'est un film d'action, pourquoi pas. Alors l'histoire c'est plusieurs personnes à Porto Rico se retrouvent bloquées dans un immeuble lors d'un ouragan. Il y a le flic à la retraite joué par Mel Gibson, la fille du flic à la retraite jouée par Kate Bosworth, je crois que ça se dit comme ça son nom, je suis désolée si c'est pas du tout ça. Les flics qui sont pas à la retraite, joués par des acteurs que je connaissais pas, et des gangsters qui veulent essayer de voler des œuvres d'art, profitant de l'ouragan. Donc au début, bon, ça part, c'est pas hyper bien, mais on s'est dit, allez, après tout, on va laisser le bénéfice du doute. J'attendais vraiment qu'on se mette à voir Mel Gibson dans le film pour laisser vraiment une chance au film. Donc voilà, parce que en fait les deux jeunes flics arrêtent un gars qui leur dit non mais il faut absolument que j'aille dans l'immeuble pour nourrir mon animal, c'est pour ça que j'ai besoin de... C'est pour ça que les deux jeunes flics se retrouvent là-bas. Et en fait, ce film est une bouse intergalactique. Clairement, il n'y a pas d'autre moyen de le dire. Alors déjà, on était obligé de le regarder en VF. Et honnêtement, des voix de VF, mais nul de chez nul, malheureusement. J'accuse pas les acteurs parce que ils font ce qu'on leur demande. Mais là, ce qui était insupportable, c'est que pour toutes les personnes qui étaient d'origine mexicaine, enfin, pardon, pas mexicaine, hispanique, pardon, à Puerto Rico, et en fait, ils les ont forcés, les acteurs de doublage, à prendre des accents hispaniques, mais ridicules, mais du style ay caramba, enfin vraiment, d'un dégradant et d'un racisme, honnêtement. J'ai trouvé ça mais horrible quoi. Donc déjà, ça m'a trop énervé. Le scénario, mais nul. Mais déjà on s'ennuyait et tout ça, et puis vraiment toute la caricature quoi. Voilà, honnêtement, on a arrêté au bout de, je sais pas, 40 minutes de film, du coup le temps qu'on voit Mel Gibson. Et on a juste essayé de voir, parce qu'en fait on apprend qu'il y a un des habitants de l'immeuble qui a un animal chez lui, du type gros félin. Et on voulait juste voir le gros félin parce qu'on avait fait un pari sur ce que c'était. Et au final, tu le vois que dans les dernières minutes du film. En fait, on a avancé dans le film pour voir à quel moment on voyait le gros félin, pour voir qu'est-ce que c'était. Il y a mon chat qui miaule d'ailleurs. Oui, on parle de félin. Mon chat dit c'est moi le félin. Donc on a avancé pour voir juste à la fin quel félin c'était. Et en fait, on aperçoit à peine le truc parce que clairement, à mon avis, en fait, ils avaient pas le budget pour faire venir un vrai félin sauvage. Donc voilà. Donc vraiment une grosse bouse que je vous déconseille fortement. Parce que je ne vois pas vraiment à qui ça pourrait plaire, même aux personnes qui aiment bien les films d'action. Parce que là c'est vraiment... Alors vraiment le bas du pays. Je vais maintenant vous parler de l'épisode 2 de la saison 1 de la série Good Girls Revolt. Donc dans cet épisode 2, on a le début de la confrontation entre les nanas, oui bon je vais dire les
où voilà, il se passe pas énormément de choses dans cet épisode-là. Et je trouve que Patty devient un peu caricaturale dans cet épisode-là. Parce que voilà, elle veut absolument dissuader sa sœur d'épouser un gars avant qu'il parte au Vietnam, en disant qu'elle pourra rencontrer d'autres personnes, etc. Et que si elle est mariée, attendez, je crois que vous êtes tout flou, désolée. Si elle est mariée, ce sera plus possible. Mais en même temps, elle-même semble un peu se soumettre à son petit ami journaliste, puisqu'elle veut tout faire pour qu'il reste avec elle, etc. Et elle l'aime, donc je sais pas. En fait, il nous la présente comme quelqu'un de radical, mais en même temps comment dire, qui dénigre ses idées pour un homme. Enfin, je sais pas trop. Voilà, j'ai trouvé que c'était un peu bizarre. Après, est-ce que c'est pour nous la faire paraître plus réelle? Je ne sais pas. Parce que voilà, c'est pas parce que tu as des idées que tu les appliques tout le temps dans la vraie vie. Au contraire, malheureusement, personne n'est parfait. Donc je sais pas, voilà, je sais pas trop. J'ai pas trop compris aussi le truc entre le photographe et puis la nana qui écrit les légendes pour les photographies. Est-ce que c'est censé déboucher sur une histoire d'amour ou quoi? Je sais pas trop. Donc voilà, écoutez, un épisode qui restera pas gravé à jamais dans ma tête, mais qui, j'espère, annonce des choses intéressantes pour la suite. On verra ça dans l'épisode 3. J'ai vu d'ailleurs que cette série en fait a déjà de nombreuses saisons, donc on verra au fur et à mesure si j'aime bien ou pas, hein, évidemment. Commencez pas à me dire alors il faut que tu regardes toutes les saisons et tout, parce que j'en sais rien, moi je sais pas si je vais aimer. Vous savez, moi je change assez vite d'avis, donc bon. On verra. Alors je vais maintenant vous donner mon avis sur le film Le Hobbit, la désolation de Smaug, qui est la deuxième partie de la trilogie de films Le Hobbit. Je vous avais parlé dans ma dernière vidéo de la première partie et donc maintenant seulement de la deuxième, parce que voilà, comme les films sont longs, je les regarde en 2 ou 3 fois. Forcément ça prend plus de temps. Alors, je vais faire un résumé bref de ce deuxième film. Peut-être que si vous n'avez pas vu le 1, ça vaut peut-être pas le coup d'écouter, hein, évidemment, comme d'habitude, puisque je vais révéler des éléments de l'histoire. Donc, dans ce deuxième film, la troupe de nains cherche à atteindre la montagne solitaire, la montagne perdue, je sais plus comment elle s'appelle. Enfin bref, leur ancienne montagne quoi. Et pour ça, ils vont traverser une forêt et rencontrer un groupe d'elfes qui est fort moins sympathique que ceux qu'ils avaient vus dans le premier film. Ils vont aussi passer dans une ville qui s'appelle River Lake ou un truc comme ça, enfin je sais plus ce que c'est la ville du lac quoi, qui est la ville humaine la plus proche de la montagne des nains et qui justement garde des traces de l'attaque de Smaug, puisqu'il y en avait eu une aussi sur ces humains là. Voilà, donc en gros voilà ce qui se passe dans le film. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Déjà je l'ai bien aimé, comme le 1. Par contre, ce qui s'est passé dedans, c'était pas exactement ce que je m'attendais. Donc pourquoi? Parce que moi, pendant tout le film, j'ai attendu à ce que on tue Smaug, puisque je sais pas pourquoi, mais le titre La désolation de Smaug, pour moi ça me faisait penser à la désolation la désolation du dragon, puisqu'il va mourir. Et en fait au final et puis comme dans le 1 on passait énormément de temps à attendre
déjà on voyait plus les différents nains. J'ai trouvé que Smaug était vraiment très bien fait en termes d'animation. Il est vraiment très impressionnant et il a une voix grave, absolument mémorable. Donc ça c'était marrant. J'ai trouvé que l'histoire prenait bien son temps. Mais là par contre ça m'a un peu gonflé. Notamment le passage dans la ville humaine. Enfin j'ai trouvé que là c'était un peu long pour être long quoi. Par contre, alors sinon deux choses qui m'ont pas trop plu dans ce deuxième film, c'est l'histoire entre, je crois qu'elle s'appelle Toriel, l'elfe, et le nain qui est spécialiste de l'arc. Parce que leur truc là d'amour au premier regard, franchement c'est trop cucu quoi. Voilà, j'aurais eu 15 ans, j'aurais peut-être à la limite toléré, mais là à 31, franchement l'amour au premier regard, non quoi, c'est bon. Gardez ce genre de truc pour des films d'amour caricature quoi. Ce genre de film d'action quoi. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment bizarre dans ce film. Parce que ça va, on fait que nous parler de la désolation, de la mort et tout. Du déracinement, et puis les deux autres là qui font un truc ultra cucu. Enfin, je sais pas, c'était vraiment bizarre pour moi. Et le deuxième truc que j'ai moins aimé, c'est Gandalf. Mais Gandalf, il avait déjà un potentiel à me saouler dans les Seigneurs des Anneaux. Mais là, pareil, surtout attendez-moi, blablabla. Enfin, il a un côté, moi je suis le chef, moi je suis indispensable, qui m'énerve des fois en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bref, là ça m'a énervé. Après, voilà, ça reste un bon film d'action. Et un bon film tout court d'ailleurs aussi. Je me demande bien du coup ce qui va se passer dans le 3. Je pense qu'il va y avoir du coup un combat contre Smaug. Mais je pense pas que ça va durer tout le troisième film. Donc voilà, je me demande bien ce qui va se passer après. Et voilà, moi pour l'instant, je trouve que voilà, ce deuxième film était presque un peu trop longuet. À partir du moment où on est au village du lac là. Et j'espère que ce sera pas trop condensé dans le troisième film et que ce sera bien équilibré, parce que moi ce que j'aurais pas aimé, parce que j'aimerais pas, si c'est ça qui se passe, vu que je l'ai pas encore vu, c'est que dans le troisième film on condense tout, alors qu'on aurait pu développer la bataille avec Smaug peut-être dans le deuxième et virer d'autres trucs dans le village. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. J'allais regarder ce que je pensais être l'épisode 8 de la série Tiger King, jusqu'à ce que je découvre qu'en fait cet épisode 8 était pas du tout un épisode de la série, mais un bonus pour tous ceux qui avaient suivi la série. Donc au final ça fait 2 vidéos, donc à peu près un mois que j'ai regardé le dernier épisode, et je ne vous ai jamais donné mon avis sur l'ensemble de cette série, donc je vais le faire maintenant. J'espère que vous m'en voulez pas trop d'être un peu dans les choux pour ça. Alors qu'est-ce que j'ai pensé au final de cette série? Déjà j'ai pensé que Joe Exotic était assez cinglé. Apparemment il y a beaucoup de personnes qui le soutiennent en prison, etc. depuis la sortie de cette série.
c'est aussi quelqu'un qui fait de la maltraitance humaine entre guillemets, dans le sens où quand il récupère entre guillemets des jeunes hommes fragiles drogués pour en faire ses nombreux époux, jeunes hommes qui au final n'ont pas l'air du tout équilibrés, ça ne me paraît pas normal non plus. Et puis un certain nombre de ses employés semblent être aussi pas très bien traités dans les logements, dans les salaires, etc. Donc ça c'est pareil, c'est quand même assez bizarre. Autre chose, dans cette série donc on nous parle beaucoup de Carole Baskin, mais elle m'a pas fait une vraiment meilleure impression non plus, parce que elle, certes elle a l'air de défendre les animaux, mais elle fait quand même assez extrémiste. Et puis il y a quand même son passé de femme dont le mari disparaît bizarrement, qu'elle récupère sa fortune, bref, elle a quand même l'air pas très nette non plus. Les autres propriétaires de zoo ont tous l'air plus bizarres les uns que les autres. Et Jeff Lowe, je crois qu'il s'appelle, un truc comme ça, celui, l'entrepreneur Carnac Joe, pour qui lui vende son zoo, bah lui ça a juste l'air d'être un mec attiré par l'argent. Les animaux il en a rien à voir, il a l'air d'en avoir rien à carrer. Ça a l'air d'être un espèce de, un de ces magouilleurs arnaqueurs de première. Et d'ailleurs j'ai vu que le tribunal a, depuis la série, rendu son jugement et au final Jeff n'est plus propriétaire du zoo non plus. Donc bien fait pour lui, clairement. Donc voilà, du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de la série? Ben je suis assez mitigée, parce que d'un côté tu te dis c'est quand même un truc inspiré de faits réels, donc c'est quand même assez bizarre. D'un côté c'était intéressant de découvrir ce monde là, etc. D'un autre côté, en fait ça m'a un peu gonflé à la fin. Et puis je sais pas, j'ai quand même l'impression que tout était un peu fait pour être du côté de Joe Exotic. Et je trouve que c'est pas normal que dans un truc qui se veut quand même documentaire, on n'ait pas une dénonciation de certaines choses, notamment de son comportement plus que limite avec ses employés et les jeunes, sans parler des animaux. Et je trouve dommage qu'on soit toujours un peu en opposition avec Carole et qu'elle n'ait pas plus de le droit à parler et à être prise au sérieux pour vouloir défendre les animaux et interdire les espèces de zoos de félins un peu sauvages qui existent. Chose qui, même si elle est un peu extrême, n'est pas complètement une idée à jeter selon. Donc voilà, est-ce que je recommanderais cette série? Honnêtement, j'irais peut-être